Les actions en faveur du climat, vous n'avez pas pu les louper. Peut-être y avez-vous même participé. L'enjeu climatique est central dans le combat écologique, mais il n'est pas le seul. D'autres menaces pèsent sur le système Terre. La biodiversité s'effondre. Nous sommes ainsi entrés dans la 6e extinction massive des espèces animales. Or, la diversité biologique garantit notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'air pur et l'eau potable. Autant de services écosystémiques indispensables à la survie et au bien-être de l'espèce humaine. L'industrie agrochimique a progressivement imposé l'usage de pesticides et d'engrais responsables de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Le résultat, c'est par exemple la prolifération de plantes aquatiques provoquant l'asphyxie des poissons et d'autres espèces animales. Et ce n'est pas tout. Déforestation, destruction des écosystèmes, acidification des océans, pollution, etc. En tout, il y a 9 limites planétaires que nous ne devons absolument pas dépasser sous peine de menacer jusqu'aux conditions de la vie humaine sur notre planète. Changement climatique, pollution chimique, réduction de la couche d'ozone, charge atmosphérique en aérosol, acidification des océans, modification des flux biogéochimiques, utilisation d'eau douce, usage des sols, érosion de la biodiversité. Notre société capitaliste n'épuise pas seulement la nature. Les travailleuses et les travailleurs sont aussi poussés dans leurs limites, voire au-delà. Pourtant, il nous est demandé toujours plus de productivité alors que nos droits et nos libertés sont sans cesse bafoués et que la satisfaction de nos besoins de base est de plus en plus menacée. Et comme si cela ne suffisait pas, le Covid-19 est venu encore assombrir ce tableau. Alors que faire ? Nous avons demandé l'avis de Daniel, Xavier et Natalia pour nous aider à prendre la pleine mesure de la situation écologique et analyser les causes de la pandémie. Les scientifiques qui étudient la trajectoire du système Terre se sont rendus compte qu'il y a eu une accélération considérable de l'activité humaine à partir du XVIIIe siècle et en particulier à partir de 1950. Mathématiquement, c'est une exponentielle. Et on voit ça dans toute une série d'indicateurs sociaux et économiques. La croissance de la population, la production de nourriture, les investissements, etc. Et en parallèle, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a toute une série d'indicateurs chimiques, biologiques, physiques qui ont explosé de manière exponentielle au même moment. Et ce qui montre qu'en fait, les activités humaines, en particulier depuis 1950, ont eu un impact considérable sur toute une série de systèmes physiques, chimiques et biologiques sur Terre. Alors les 9 limites, ce sont des limites que nous ne devrions pas dépasser si on ne veut pas connaître un changement d'état du système Terre. C'est-à-dire que ce sont les points de basculement possibles qui amèneraient le système Terre dans un état catastrophique. Ces limites, elles nous permettent de savoir où nous en sommes actuellement. Donc les scientifiques ont déterminé 9 enjeux pour ce qui concerne la trajectoire de la planète. Il y a le climat, qui est en train de changer, le changement climatique, l'acidification de l'océan, les cycles biogéochimiques, en particulier de l'azote et du phosphore, la chute de biodiversité, la transformation des habitats, l'utilisation de l'eau potable. Il y a ce qu'ils appellent les nouvelles entités. Là-dedans, on peut ranger les microplastiques qu'on retrouve dans l'océan, dans la terre, mais aussi dans notre corps déjà, mais aussi les nouveaux virus. Il y a la couche d'ozone. Et alors le 9e, c'est les aérosols. Pour chacun de ces enjeux, les scientifiques ont déterminé une limite au-delà de laquelle il ne faudrait pas qu'on exploite la nature, parce que sinon on risque de déstabiliser les systèmes au point de mettre l'humanité en péril. Donc on peut faire des tas de choses, pour autant qu'on reste en deçà des limites. Or, à l'heure actuelle, ces scientifiques ont remarqué que pour la plupart des limites, on a déjà dépassé le premier seuil, donc on est déjà dans le jaune, donc il y a déjà des risques importants. Et pour certains, on est déjà dans le rouge. Et cela, c'est le cycle biogéochimique de l'azote, le cycle du phosphore et la chute de la biodiversité. Concernant les pollutions chimiques et les aérosols atmosphériques, en fait, on ne dispose pas d'assez de données scientifiques pour savoir où nous en sommes actuellement. Concernant l'ozone stratosphérique, on peut constater une légère amélioration.
Ça, c'est l'effet de mesure qu'on a pris il y a 20 ans en interdisant les CFC. Donc ça nous prouve quand même que la communauté internationale peut se mettre d'accord autour d'objectifs communs et arriver à atteindre ces objectifs. Cependant, l'ozone stratosphérique, ça reste un des leviers les plus faciles à maîtriser. C'est intéressant de noter que ce seul paramètre pour lequel il y a eu amélioration de la situation, l'amélioration a été due à une mesure de régulation, pas une mesure de marché. Donc les gouvernements ont décidé le phasing out des composés chimiques qui étaient responsables de la destruction de la couche d'ozone. Et cette décision a été efficace puisque la couche d'ozone sera reconstituée, disons, dans les décennies qui viennent. Concernant les ressources en eau, il faut savoir qu'on construit des énormes barrages qui retiennent l'équivalent de 15% du flux hydraulique des rivières. C'est énorme. Cette manière de faire, elle a des conséquences sur l'érosion des sols et sur la sédimentation. On a ce genre d'influence sur nos ressources en eau, alors que de l'autre côté, il y a encore des millions de gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Concernant l'utilisation des sols, là, on est plutôt dans un point critique. Dans les années 1750, on en était à plus ou moins 5% de surface terrestre artificialisée. En 1900, on est passé à 12%, alors qu'aujourd'hui, on en est presque à 13% de surface terrestre artificialisée. En fait, si on regarde la surface totale émergée non couverte par des glaces, eh bien, l'humain a une influence directe sur 83% de cette surface. C'est par exemple le fait qu'on ait des cultures, qu'on ait des pâturages, qu'on bétonise à outrance. Tous ces éléments, eh bien, ça a des conséquences assez désastreuses. Autant pour nos écosystèmes que pour nous, êtres humains. Par exemple, on va connaître des désertifications ou des inondations du fait que bien, les sols ne sont plus perméables. L'eau va ruisseler, ne va plus alimenter nos nappes phréatiques, va soit causer des inondations ou, dans l'autre sens, des déserts. L'artificialisation des terres est aussi causée par une déforestation massive. Ça, c'est complètement relié à nos systèmes alimentaires. Il faut quand même savoir que c'est plus de la moitié des cultures de céréales sont destinées à nourrir le bétail. Une autre conséquence, c'est l'expulsion des paysans locaux de leurs terres pour implanter des énormes cultures de soja qui serviront à nourrir le bétail ou des cultures qui serviront à produire de l'huile de palme ou des agrocarburants. Une des 9 limites, c'est l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, on connaît la 6e extinction massive des espèces. Les causes de cette extinction massive, elles sont multiples. C'est par exemple la destruction et la fragmentation des habitats. C'est aussi la surexploitation, comme la surpêche. Ça peut être aussi les pollutions diverses, la pollution sonore, la pollution lumineuse. Ça peut être aussi l'introduction des espèces invasives et exotiques. Tout cet effondrement de la biodiversité, il est renforcé par les changements climatiques. En Belgique, par exemple, nos aires protégées sont dans un état déplorable. Et à échelle mondiale, nos 100 000 aires protégées sauveront peut-être au mieux 5% des espèces. Il y a quelques années, des scientifiques allemands ont sorti les résultats d'une étude portant sur les insectes volants en Europe, une étude menée sur plusieurs décennies, tous les critères de sérieux de la méthodologie scientifique, et ils sont arrivés à la conclusion que cette population d'insectes volants avait baissé de 78% en quelques décennies. Alors ce qui est très très significatif dans cette étude, je trouve, c'est que
elle n'a pas été menée dans n'importe quel site, elle a été menée dans des sites Natura 2000, dans des réserves naturelles qui sont le fleuron de la politique environnementale et de biodiversité de l'Union européenne. Donc soi-disant dans des espaces qui ont pour but de protéger la biodiversité. La protection de la biodiversité, elle ne dépend pas avant tout de sanctuaires ou d'oasis protégées. Parce que si les oasis protégées sont entourées de déserts, les espèces ne peuvent pas migrer. C'est-à-dire que les migrations, dans ce cas, ne peuvent pas compenser les extinctions naturelles. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une politique de biodiversité qui est basée principalement sur la construction d'oasis, sur la construction de réserves. Bon, ça change un tout petit peu, on commence à penser les canaux de circulation entre les réserves, mais ça reste très insuffisant. Et le fond du problème n'est pas les réserves, il en faut des réserves bien sûr, mais le fond du problème c'est le désert qui entoure les oasis. Et ce désert, il est dû à l'agrobusiness, aux pesticides, aux fongicides, aux insecticides, aux monocultures, voilà. Et donc à l'absence de diversité de l'agriculture elle-même et à sa chimisation. Et donc c'est à ce problème-là qu'il faut principalement répondre, je crois, si on veut là aussi éviter une catastrophe. Hein. Bon, Einstein disait, tout le monde connaît cette histoire, sans les abeilles, ça va être très, très difficile pour l'être humain de survivre, puisque c'est elles qui font la plupart du boulot de pollinisation. Mais il en est de même des vers de terre aujourd'hui, et les vers de terre, ils se portent très très mal, très très mal. Hein. Alors un cycle biogéochimique, c'est un cycle qui affecte un élément en particulier qu'on étudie, et c'est l'ensemble de tous les cycles à toutes les échelles de temps et d'espace sur Terre. Donc si je prends l'exemple du carbone, le carbone est dans sa phase chimique dans l'atmosphère, sous forme de CO2, et dissous dans l'océan. Et sous ces formes-là, il est directement accessible pour les organismes qui font la photosynthèse, donc les plantes, le phytoplancton dans l'océan. Eux prennent ce carbone et l'introduisent dans la vie, dans le biologique, dans l'écosystème, en faisant de la matière organique à partir de ce carbone. Ce carbone, sous forme organique, va transiter à travers tout le réseau trophique d'organisme en organisme, au fur et à mesure que les organismes se mangent les uns les autres. Et puis à la fin, ce carbone organique va retourner sous forme de CO2 par l'action des bactéries. Mais une partie de ce carbone organique peut aussi sédimenter dans les sols pour des temps géologiques et devenir du pétrole, du charbon, etc. Nous, aujourd'hui, on exploite des nappes pétrolifères et on rejette, en brûlant ce pétrole, du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est un petit peu l'ensemble du cycle biogéochimique du carbone, de cet élément particulier. Et en étudiant, on peut voir quels sont tous les stocks et quels sont tous les flux entre ces stocks. Alors si on prend par exemple l'azote, qui est un autre élément fondamental du vivant, eh bien, on sait qu'il se trouve en très grande partie dans l'atmosphère, mais sous forme inerte. Et il n'y a que quelques bactéries qui peuvent prendre cet azote et l'introduire dans l'écosystème, mais en très faible quantité. Et d'autres bactéries vont faire ressortir cet azote vers l'atmosphère. À partir du XXe siècle, avec les procédés industriels, l'humain est arrivé à extraire en quantité industrielle l'azote de l'atmosphère et à le rendre disponible à la vie sous forme d'engrais. Et comme l'agriculture a explosé au cours de ce siècle, et en particulier après 1950, après la guerre, eh bien on a épandu des engrais azotés à peu près partout sur Terre, et en quantité industrielle. Alors la fraction qu'on a pris de l'atmosphère est très faible, mais par contre, cela sous forme d'azote disponible pour le vivant dans les terres et dans les eaux, au niveau de la terre et de l'eau, ça a changé toute la donne. L'océan global dans son ensemble se porte encore relativement bien si l'on exclut les zones côtières qui sont soumises à toute une série de pressions, comme par exemple l'eutrophisation, ou les pollutions chimiques qui viennent perturber les cycles endocriniens des poissons, par exemple, ou le plastique qui vient tuer des animaux, etc. Mais il y a l'acidification de l'océan,
et le réchauffement global. L'acidification de l'océan est parfaitement liée au changement climatique. Pourquoi ? Parce que l'acidification de l'océan vient du fait que l'océan absorbe du CO2 atmosphérique et le dissout dans la surface de l'océan. Eh bien, depuis le début de l'ère industrielle, on estime qu'il y a 30% du CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère qui a été dissous dans l'océan de surface. Donc l'océan joue un rôle de tampon pour que ça ne réchauffe pas trop vite quand on émet du CO2, mais le prix à payer, c'est que l'océan s'acidifie. D'accord ? Donc ça, c'est lié. L'acidification de l'océan modifie l'habitat. Cela, couplé avec les cycles biogéochimiques qui causent l'eutrophisation des zones côtières, plus l'acidification, ça modifie et ça met en péril la biodiversité dans les zones côtières. Alors l'acidification de l'océan, ça pose un problème pour toute une série d'organismes à carapace de calcaire, par exemple. Et les animaux qui sont épuisés, qui développent mal leur carapace, sont plus sensibles à la prédation. Ça perturbe les écosystèmes marins. Et quant au réchauffement, eh bien, ça perturbe aussi très fort l'océan, surtout au niveau physique, mais aussi au niveau vivant, puisque les récifs de coraux sont, pour le moment, plus sensibles au réchauffement qu'à l'acidification. Et on a vu, entre 2016 et 2017, il y a plusieurs vagues de chaleur marine qui se sont abattues sur les coraux de la Grande Barrière, et on estime qu'on a perdu environ 50% des coraux qui ont blanchi. Donc en fait, l'essentiel de la chaleur de l'effet de serre, on ne le ressent pas. Il est absorbé dans l'océan de surface. Et pour vous donner une idée de l'énergie qui est absorbée dans l'océan de surface à cause de ce réchauffement, eh bien on a calculé qu'en termes d'énergie, et purement en termes d'énergie, ça équivaut, sur les 30 dernières années, à 28 000 bombes Hiroshima par heure. Ça donne juste une idée du fait que l'humain, avec toute son intelligence, sa technologie et son doigt opposable, il n'arrivera pas à maîtriser ça si le truc s'emballe, tu vois. Pour la résumer en un adjectif, elle est absolument dramatique. On se rapproche tout de même très fort d'un point de basculement majeur du régime du système climatique dans l'Arctique, dans le Groenland en particulier. Un point de basculement qui pourrait entraîner des réactions en chaîne, d'autres points de basculement qui s'engraineraient et qui amèneraient beaucoup plus vite que les projections ne le laissaient penser la planète à sortir du régime relativement stable dans lequel elle oscille depuis 1 300 000 ans. Entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Elle sortirait de ce régime-là et elle entrerait dans ce que des scientifiques appellent le régime d'une planète étuve, avec une température moyenne 4 degrés à 5 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une situation qu'on n'a plus connue depuis le Pliocène, et à l'époque, le niveau des océans était 30, 40 ou 50 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. La menace de dislocation de la calotte glaciaire du Groenland, qui contient de quoi faire monter le niveau des océans de 7 à 8 mètres, devient une hypothèse de plus en plus proche. Le point de basculement de la calotte groenlandaise est entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. Et le degré et demi, on a déjà passé le 1,2 degré Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Selon les projections, si les émissions de CO2 continuent à rythme actuel, degré et demi, on y sera avant 2040. Donc on risque véritablement d'entrer dans un scénario, c'est plus catastrophique, c'est cataclysmique et irréversible. Maintenant, le rôle central du changement climatique là-dedans, il est dû au fait que, à part la situation de la couche d'ozone, tous les autres paramètres sont liés au climat. L'agrobusiness au sens large est responsable de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre.
pas seulement CO2, tout gaz confondu, aussi le méthane et l'oxyde nitreux. Donc, mais ça, c'est un exemple très clair d'interrelation. L'acidification des océans, le cas est évident puisqu'elle est due à la dissolution de l'excès de CO2 dans l'atmosphère. La dégradation des sols, par exemple, est intimement liée aux pratiques de l'agrobusiness. Le déclin de la biodiversité, il est dû pour une grande part à l'agrobusiness dont le lien avec la question climatique a déjà été montré. Et le réchauffement lui-même est aujourd'hui considéré comme la 4e cause de déclin de la biodiversité parce que le réchauffement est trop rapide et toute une série d'espèces ne savent pas migrer. Il faut prendre en compte non seulement l'ensemble des phénomènes, mais aussi prendre en compte la place centrale du climat dans cette affaire. 7 des 9 enjeux dont les scientifiques parlent sont directement impactés par l'agriculture conventionnelle. Et voire indirectement pour les 2 autres. Par exemple, les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore sont directement liés à l'agriculture conventionnelle. La destruction de la biodiversité est directement liée, puisqu'on empoisonne les sols. On sait bien que les lombrics et les abeilles, qui sont des organismes très importants dans les écosystèmes, sont considérablement impactés par les pesticides, par exemple. L'agriculture conventionnelle modifie l'habitat en déforestant. La déforestation est une des causes qui augmente le risque de zoonoses, comme le Covid. On voit que l'agriculture conventionnelle impacte ces différents enjeux, mais aussi l'urbanisation, mais aussi les échanges de marchandises à travers les continents, par bateau ou par avion. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a des espèces qui sont transportées d'un écosystème à l'autre qui n'auraient jamais dû arriver dans leur nouvel habitat et qui se trouvent très bien dans cet habitat, qui n'ont pas de prédateurs et qui deviennent invasives, qui transforment complètement l'habitat et toutes les autres espèces périclitent ou disparaissent. Donc ce transport de marchandises et de personnes est grave. On sait qu'il y a 1 milliard de personnes qui passent une frontière chaque année dans le monde. La nature, en fait, précède l'humain. La façon dont l'humain va gérer la nature introduit le concept d'écologie. Vivre en harmonie avec la nature, c'est une question sociale aussi, fondamentalement, parce que ce qu'on voit, c'est que les déstabilisations sociales, par exemple, les rapports sociaux dans le capitalisme qui imposent des rapports de domination terribles, déstabilisent aussi l'écologie. Et ceux qui sont socialement défavorisés souffrent plus de la déstabilisation écologique ou climatique. Et aussi, on ne pourra pas résoudre les problèmes en prenant des mesures antisociales, parce qu'elles ne seront pas suivies. La question écologique est une question sociale pour une raison absolument évidente. On connaît tous cette phrase célèbre « selon que vous serez riche ou misérable ». Et donc elle s'applique aussi à ce qu'on appelle la crise écologique et qui est en fait pas une crise de l'écologie ou du milieu, mais une crise sociale, une crise du système et de la relation qu'il impose entre l'humanité et la nature. Et donc il ne faut pas regarder bien loin. Toutes les catastrophes ou tous les accidents écologiques, c'est les pauvres de la planète qui en prennent plein la gueule en premier lieu. Que ce soit Bhopal, la fameuse catastrophe chimique il y a quelques décennies en Inde, Katrina, la terrible catastrophe provoquée par le cyclone à New Orleans, et l'incroyable politique consciente, délibérée de discrimination raciale, sociale, genrée qui l'a accompagné. Les pauvres ont été abandonnés à leur sort. Une condition pour qu'on puisse mener une lutte efficace contre cette destruction, c'est de considérer que la crise dite écologique est une crise sociale et qu'elle ne peut avoir qu'une réponse sociale. D'ailleurs, si la réponse n'est pas sociale, on ne sortira pas de la crise écologique. Parce que si on ne présente pas à la majorité de la population une solution qui réponde à la fois à l'urgence écologique et aux besoins sociaux criants pour une majorité de l'humanité aujourd'hui, si on ne combine pas les deux, on n'aura pas de majorité sociale pour prendre la défense de notre planète, pour le dire ainsi, et si on n'a pas de majorité, il n'y a pas de solution. Les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources ne sont pas une fatalité. Alors restons réalistes. D'ici la fin du siècle, nos organismes vivants seront confrontés à des conditions climatiques qu'on n'a jamais encore rencontrées.
C'est pourquoi une des priorités, c'est de remettre au centre de l'agenda politique les questions sociales et les questions écologiques. Ces deux questions-là, elles sont indissociables. Pour résoudre la crise écologique, il faut des mesures structurelles qui placent les responsabilités sur les épaules des grosses fortunes et pas sur les épaules des pauvres. Puisque les pauvres, non seulement sont beaucoup, mais alors largement moins responsables de la crise écologique que nous connaissons, mais qu'en plus, ce seront les premiers à en souffrir. La surproduction pour le profit, elle exploite et elle épuise la terre. Mais elle opprime aussi les humains. Et plus particulièrement, les pauvres, les travailleurs essentiels et les femmes. Il y a des études de sociologues à l'heure actuelle qui montrent par exemple que les inégalités de genre sont exacerbées dans le contexte du changement climatique. Et pour prendre un exemple, en Afrique, souvent les femmes, par exemple, dans certaines sociétés, vont chercher l'eau. Et là, à cause des sécheresses, certains puits s'assèchent. Ce qui veut dire que des jeunes femmes qui auparavant devaient marcher 1 heure aller, 1 heure retour, doivent parfois marcher 2 heures aller, 2 heures retour. Mais ça les met 2 heures de plus sur les routes, ça les met aussi beaucoup plus loin de leur communauté, et donc ça les expose à toute une série de dangers, parce que, évidemment, on est dans des pays où parfois il y a des conflits. Et dans les conflits, les jeunes filles sur les routes isolées, elles peuvent être mises en danger, quoi. Alors le Covid-19, c'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de vertébré à vertébré. Aujourd'hui, 75% des maladies émergentes qui affectent l'humain sont des zoonoses. Et ça n'est pas un hasard. Les activités humaines, par la déforestation, la modification, l'altération des habitats, la chute de biodiversité, causent l'irruption de nouvelles zoonoses. Les zoonoses, c'est quoi? C'est le sida, c'est Ebola en Afrique, c'est Zika en Amérique latine, c'est le Covid, c'est le SARS, le MERS au Moyen-Orient qui tue beaucoup plus que le Covid. Quand on déforeste beaucoup, en fait, certains animaux qui vivaient au fond de la forêt finissent par arriver plus près des humains. Et donc le risque est grand que par les excréments déposés sur des fruits ou parce qu'un humain chasse un animal pour le manger, eh bien, une maladie se transmette. Le Covid a une origine probablement semblable. Bien que il peut aussi avoir une origine via les marchés d'animaux. Et une des causes invoquées par les scientifiques pour l'émergence de nouvelles zoonoses, c'est la mise en commun d'animaux à travers les marchés clandestins, d'animaux qui n'auraient jamais dû se trouver en commun. Il y a aussi des zoonoses qui apparaissent dans les élevages industriels, de nouveau dans l'agriculture conventionnelle, dans les élevages industriels. Et donc, les scientifiques mettent en garde en disant, attention, le système dans lequel on vit, en particulier celui qui modifie l'environnement à ce point-là, augmente le risque d'irruption de nouvelles zoonoses, comme le Covid. Et à partir du moment où il est contagieux, toute l'urbanisation et le transport des marchandises et des gens augmentent la probabilité de contagion. C'est pour ça qu'une épidémie se transforme en pandémie avec le Covid. Et pour moi, le Covid, c'est un signal très faible de ce que l'humain est encore, contrairement à ce qu'on pense, soumis à une pression évolutive. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui peuvent apparaître, et si on n'a pas le bon code génétique, on meurt. Et il emporte une partie de la population. C'est un signal qui nous indique qu'on vit dans une idéologie, en fait. L'idéologie d'une espèce de suprématie humaine sur le monde, qui permet de tout exploiter à l'envi. Eh bien non, parce que nous, on va rencontrer nos propres contradictions en faisant ça. On va rencontrer nos propres limites et on va avoir des retours de bâton. Et le Covid est un tout petit, malheureusement pour toutes les victimes, je déteste le dire comme ça, mais c'est vrai, c'est un tout petit signal de ce qui vient quand on regarde bien droit dans les yeux le changement climatique et la chute de biodiversité, qui sont les deux grands enjeux de la planète aujourd'hui, pour l'humain en particulier, et les espèces autour de lui. Il se pourrait aussi que la fonte du permafrost en Sibérie libère des virus que l'humain, en tout cas Homo sapiens, n'a jamais connus. Et ça peut poser un risque extrêmement grave.
Le virus a prouvé que notre système économique est puissant, puisqu'il est capable d'altérer jusqu'aux conditions d'existence même de la vie sur Terre. Mais d'autre part, ce virus nous a prouvé que le système économique est aussi fragile, puisqu'une crise est capable de le mettre à mal. Un professeur d'écologie de l'université de Stanford a dit récemment que le confinement en Chine avait provoqué une diminution de la pollution de l'air. Et ceci aurait sauvé 20 fois plus de vies que ce que le coronavirus en a ôté. Alors, il ne veut pas dire par là que les pandémies sont bonnes, mais ça met en lumière le fait que notre système économique est nuisible pour l'espèce humaine. En fait, le système économique est pire qu'une pandémie. Plus récemment, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la pandémie, elle va aggraver les inégalités. Elle pourrait en effet faire même basculer 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Les gouvernements, face au Covid, ont montré différentes réactions. Mais ce qui était frappant, c'est que dans les pays riches, avec des bons systèmes sociaux et des bonnes barrières pour empêcher que tout se dégrade, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises et il y a beaucoup d'incapacité, en fait, finalement, à gérer cette crise qui est apparue. Et moi, je trouve ça dramatique parce que ces gens ne sont pas sans connaître les recherches scientifiques qui, dès 2012, par exemple, avaient averti sur l'irruption des zoonoses et leur transmission, etc., et tous les risques qui étaient liés à ça. Et donc, il y avait même des réserves stratégiques de masques qui avaient été formées à cette époque-là. Et puis, on a décidé de tout oublier en à peine une décennie, moins d'une décennie, pour finalement se prendre la chose dans la figure et ne pas savoir réagir, n'avoir aucune espèce de bonne réaction. C'était vraiment bizarre. Et ça donne une très mauvaise image de la façon dont ces mêmes gouvernements réagiraient face à d'autres enjeux comme le changement climatique qui arrive et qui va arriver avec beaucoup plus d'impact. La façon dont les gouvernements ont réagi était très mauvaise, vraiment là, en dessous de tout. Et ils s'enterrent encore en poussant le vice. Et je dirais que plus les pays sont à droite, comme avec Bolsonaro et Trump, donc Bolsonaro au Brésil et Trump aux États-Unis, plus la gestion de la crise est catastrophique. Le capitalisme, je crois, est confronté à ce dilemme. Certains, les plus à droite, les plus réactionnaires comme Trump, Bolsonaro, Johnson ou Rutte, ou même dans notre pays, Maggie de Bloch, même si elle ne l'a pas formulé de façon très explicite, ont en fait développé un point de vue de darwinisme social sur cette affaire-là. Laissons courir, ce n'est qu'un virus, crève qui doit crever, et ainsi il y aura immunité collective au niveau de la population, et nous, sans prendre de mesures de restriction, sans politique sanitaire, nous garderons et nous gagnerons même des parts de marché sur nos concurrents qui, eux, croient nécessaire de prendre des mesures de restriction. Donc il y a ce courant-là. Je pense que ce courant-là a été obligé de faire marche arrière. Donc ça, c'est un courant minoritaire qui est très inquiétant, je trouve, parce que si on le projette sur le reste de la crise écologique, ça veut dire qu'il y a une fraction de la classe dominante mondiale qui est en train de se faire à l'idée de solutions malthusiennes. Ils ne le formulent pas de façon transparente, ou c'est sans doute même pas très clair dans leur esprit, mais je crois qu'ils s'accoutument à l'idée que bon, tout ça c'est la faute à pas de chance, et s'il disparaissent quelques centaines de millions ou 1 ou 2 milliards d'êtres humains sur Terre à cause du réchauffement, ce sera une catastrophe naturelle, qu'est-ce que vous voulez, c'est bien triste pour ces gens. Le courant majoritaire a fait l'analyse que si on ne faisait rien contre la pandémie, si on ne menait pas de politique sanitaire, le virus risquait d'avoir des effets encore plus dommageables sur le système capitaliste que si on faisait quelque chose. Et donc, ils ont, entre deux mots, ils ont choisi le moindre, mais ils l'ont fait avec leur paradigme, avec leur grille de lecture, c'est-à-dire qu'ils ont développé une politique sanitaire de classe qui vise, à préserver au maximum le cœur de l'appareil productif de valeur, l'industrie,
en envoyant des ouvriers, des ouvrières au boulot, même dans des conditions dangereuses, même là où ce n'était pas essentiel à la vie sociale. Tant pis, allez travailler. Alors qu'on sait que la plupart des contaminations se font sur le lieu de travail. Deuxièmement, le deuxième axe de cette politique sanitaire, c'est éviter toute remise en cause de la politique d'austérité dans le domaine des soins. Et donc on a applaudi les soignants et on a fait du pathos sur l'héroïsme des soignants, mais on ne veut pas, ou très peu, lâcher de l'Est sur le refinancement du secteur des soins. Je ne veux pas dire seulement le secteur hospitalier, mais le secteur des soins en général. Et puis troisièmement, comme pour aplatir la courbe, pour compenser les deux premiers points, on a serré la vis de mesures de confinement, de contrôle technologique, de traçage. Et puis alors on a mis comme cerise sur le gâteau toutes les mesures policières, sécuritaires pour assurer le respect de l'ensemble. Les plus faibles ont été abandonnés à leur sort dans notre pays. Plus de la moitié des près de, combien maintenant, 9000 victimes, ou plus de 9000, je crois qu'on n'a plus très loin des 10 000 morts, mais plus de la moitié ont été enregistrés dans les maisons de repos et de soins, parmi des personnes âgées qui ont été délibérément abandonnées de façon cynique. C'est pratiquement du malthusianisme ou du darwinisme social. Les solutions que j'ai à proposer, c'est d'abord d'éteindre le feu. Et éteindre le feu, c'est empêcher la cause. Et la cause, c'est un système qui surexploite la nature et le travail. Et lutter contre le changement climatique, c'est pas lutter contre ses conséquences, c'est lutter contre ses causes. Parce que ces conséquences, elles sont incalculables et on n'en voit pas le bout. La montée des eaux, c'est rien du tout en comparaison de ce qui vient. Le capitalisme ne peut pas adresser les questions écologiques et climatiques, les 9 limites, convenablement, parce qu'il est la cause du dépassement des limites. Et que s'il voulait revenir en arrière pour restaurer ce qui doit être restauré et stabiliser ce qui est déstabilisé comme le climat, le capitalisme serait obligé d'entrer en décroissance, ce qui est exclu. C'est-à-dire qu'il y a une inconciliabilité absolue, mathématique, physique en fait, matérielle entre le capitalisme et l'écologie, la stabilisation du climat, etc. Pour moi, l'écologiste, c'est quelqu'un qui d'abord remet en question le système capitaliste. Tous les problèmes écologiques globaux, les 9 dont on a parlé, auxquels on peut rajouter le risque des zoonoses, qui est selon moi un dixième indicateur, tous ces problèmes se ramènent à la question des limites relatives du développement, permettant une existence humaine soutenable sur cette planète. Et le capitalisme est incapable de reconnaître ces limites-là. La spirale productiviste qui est dans l'ADN du capitalisme, parce que la concurrence pousse chaque propriétaire de capital à remplacer des travailleurs par des machines pour augmenter la productivité du travail, pour abaisser ses coûts, pour pouvoir produire plus que le concurrent, en sachant que bien sûr le remplacement du travail vivant par du travail mort réduit le taux de profit, mais il compte qu'il va compenser la baisse du taux de profit sur chaque marchandise produite par une augmentation de la quantité de marchandises produites. Et comme les concurrents font la même chose, on a une spirale productiviste que rien dans l'ADN du système ne peut arrêter. Rien. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, en dépit de tous les engagements, des plans, des protocoles, des sommets, des COP, de machin, de tout ce qu'on veut, la dynamique infernale de la destruction continue et s'accélère. Mais il y a tout de même des signes d'espoir dans cette situation. Enfin, il y a 2 ans ou 3 ans, qui aurait cru que des millions de jeunes lycéennes et lycéens dans le monde descendraient dans la rue à l'appel d'une jeune suédoise inconnue de tous et de toutes qui s'était plantée de toute seule devant le Parlement de son pays avec une pancarte grève des écoles pour le climat. Cette Greta Thunberg, c'est une personnalité, à mon avis, exceptionnelle qui joue un rôle historique. À la COP25 à Madrid, elle était là invitée une fois de plus, elle est montée à la tribune pour dire la solution ne viendra pas de réunions comme celle-ci, elle viendra des luttes des peuples. Bon.
c'est dit à la tribune de la COP25, la très officielle COP25. Et puis là, encore tout récemment, elle a fait une déclaration qui va encore plus loin. Elle a dit la stabilisation du climat est incompatible avec le système politique et économique existant. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de mathématiques. Et elle a tout à fait raison. En Europe, pour avoir une chance sur deux de ne pas dépasser ou pas trop dépasser 1,5 degré de réchauffement, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 65% d'ici 2030. 65% quand on sait que 80% des émissions de CO2 viennent de la combustion des combustibles fossiles et que cette combustion couvre à peu près 80% des besoins énergétiques de l'humanité, on se rend compte que cette réduction n'est pas possible dans le cadre du système capitaliste. Que ce soit par un vote et qu'on le fasse de manière urbaine et en discutant ensemble, ou que ce soit par une succession de crises abominables, avec des incendies comme en Australie au dernier hiver, ou des virus comme le Covid, etc., qui ravagent le monde, que ce soit par la crise, ou que ce soit parce que nous l'ayons décidé et de manière concertée, il va falloir changer. Pour pouvoir le faire convenablement, il faudra travailler sur nous-mêmes. Il faut comprendre le concept d'auto-limitation, il faut l'intégrer. Parce que, à l'heure actuelle, avec les technologies, on sait qu'on peut tout faire, mais on doit savoir qu'on ne doit pas tout faire. C'est-à-dire qu'on doit s'auto-limiter. Et c'est très important, parce que le capitalisme, c'est un système qui refuse l'auto-limitation. La seule limitation dans le capitalisme, c'est l'argent. Quand on a plein d'argent, on peut tout faire. Quand on n'a pas de fric, on ne peut même pas vivre dignement. L'auto-limitation, c'est un autre principe. C'est même quand on a les moyens, il y a des choses qu'on ne va pas faire. On ne va pas détruire les dernières forêts. On ne va pas épuiser les dernières ressources pétrolières. On va faire autre chose avec notre intelligence, le travail humain, nos ressources et tout ce qui nous entoure sur Terre et qui est un cadeau, comme la biodiversité. Ça donne lieu à un grand débat sur est-ce qu'il y a encore une liberté dans ce contexte-là. Je crois que c'est un débat très important et qui est mal posé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de liberté dans l'illimitation. L'illimitation est une perversion de la liberté. La seule liberté possible, c'est dans l'acceptation des limites. Je pense qu'une société d'êtres humains véritablement libres n'est possible que si l'humanité accepte, maîtrise les limites de son propre développement dans tous les domaines et gère ça d'une façon démocratique. C'est d'ailleurs la seule manière dont elle pourrait le gérer réellement. Ce n'est pas par la dictature qu'on va le résoudre. Le bilan scientifique, il est clairement pessimiste. Mais les solutions, il y en a et elles ne sont pas si compliquées à mettre en œuvre. Mais pour ça, il va falloir une volonté politique ferme. Ce qu'il faut avant tout, c'est changer radicalement de système. Ça peut passer par plusieurs choses. Par exemple, par l'arrêt des productions inutiles et nuisibles. Les armes, la 5G, la publicité ou encore l'obsolescence programmée. Nous devrions pouvoir décider de ce qui est inutile et nuisible. Et pour ça, nous devons récupérer des processus démocratiques et collectifs de décision. Déterminer nos besoins, ça ne peut pas être laissé dans les mains du privé, puisque leurs intérêts sont complètement différents de l'intérêt général. Nous ne décidons pas de préserver la forêt amazonienne ou pas. Il n'y a pas de vote qui nous permette de préserver la forêt. Nous ne décidons pas de la politique énergétique en Belgique. Jamais on n'a pu voter pour telle ou telle autre politique énergétique ou nationalisation, de renationalisation de nos centrales ou que sais-je. Ce pouvoir de décision ne nous appartient pas. On peut voter localement pour demander à la commune une piste cyclable ou un feu rouge ou un panneau de signalisation, mais la politique énergétique, la politique agricole, la déforestation ou la reforestation, ça sont des choses qui nous échappent complètement et qui échappent même à nos élus, en fait. Parce que la décision, elle est tout en haut,
elle est là où on décide de l'investissement. Et donc la solution politique, c'est de reprendre à nous la capacité de décider des enjeux stratégiques. Et surtout les rapports sociaux dans le capitalisme qui organisent le travail, ce qu'on produit, qui le produit, comment on le produit, quand on le produit, à quelle fréquence. C'est tout ça en fait qui génère les pollutions et les destructions et qu'il faut changer. Ben, la condition pour mettre en œuvre une alternative, c'est de se saisir du pouvoir politique. Tous ceux et celles qui croient que la multiplication d'initiatives autogestionnaires, locales, peut, pour ainsi dire, contourner le capitalisme, le noyer, etc., se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je ne dis pas que ces initiatives locales, autogestionnaires sont sans intérêt, elles sont très intéressantes. Il y a plein d'initiatives de ce genre, de réappropriation de terrains, de bâtiments, de lieux, de production, qui sont des initiatives remarquables. Mais elles doivent s'articuler sur une stratégie de prise du pouvoir politique. L'étape qui est devant nous immédiatement, c'est celle d'une convergence des luttes qui permettent de créer les conditions pour mettre au pouvoir, pour se saisir du pouvoir et pour mettre au pouvoir une nouvelle forme de gouvernement, une nouvelle forme de pouvoir qui soit sous le contrôle des mouvements sociaux en permanence, dont les mandats soient révocables, etc. Si j'étais au pouvoir et que j'avais le pouvoir de décider, je prendrais des mesures très concrètes vis-à-vis de l'agriculture. Donc il y aurait une réforme agraire qui serait opérée, pour plusieurs raisons, pour les raisons écologiques que j'ai déjà citées, mais aussi pour des raisons sociales, dans la mesure où la transformation d'immenses territoires gérés par quelques personnes avec des moissonneuses-batteuses télécommandées par satellite en petits bocages offrirait beaucoup de travail à beaucoup de paysans. L'industrie de la viande, de manière générale, eh bien, elle génère 18% de gaz à effet de serre. Et ça, c'est plus que le transport. Il faut casser le secteur de l'agrobusiness. Il faut une politique délibérée qui vise à remplacer l'agriculture chimique intensive, mécanisée, consommatrice de beaucoup d'eau et de beaucoup d'engrais par une agroécologie paysanne qui emploie plus de monde, qui est respectueuse de la biodiversité et qui est meilleure pour la santé des consommateurs. Une autre réforme que je prendrais, c'est la renationalisation des industries qui sont stratégiques, comme l'énergie, la façon dont on produit l'énergie. Ça doit être renationalisé, ça doit être aux mains d'un État ou au moins des discussions publiques et citoyennes informées. Il faut exproprier les capitalistes privés qui détiennent le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les renouvelables également, et le nucléaire. Et il faut absolument disposer de ce levier-là, la politique énergétique, pour pouvoir organiser de façon planifiée la transition vers un système basé à 100% sur les renouvelables. Mais socialiser le secteur de l'énergie et l'exproprier, ça veut dire s'attaquer au secteur des banques, parce que c'est la finance qui permet à crédit tous les gigantesques investissements du secteur énergétique. Ils font pas ça sur des fonds propres, hein. C'est des investissements pour 30, 40 ans, une centrale électrique, un pipeline, un terminal gazier. Ça, c'est des infrastructures lourdes qui sont financées par le crédit. Une autre solution, et c'est une nécessité urgente, c'est de réduire notre consommation d'énergie. À savoir qu'au XXe siècle, notre consommation énergétique a augmenté d'un facteur 16. Et depuis lors, bien cette puissance, elle est décuplée sans cesse et elle a un effet sur nos écosystèmes. Cette réduction de la consommation énergétique, elle doit se coupler à une chasse au gaspillage énergétique. Ça passe par exemple par l'isolation de nos bâtiments. Relocaliser la production, c'est une solution indispensable. Nous devons cesser de délocaliser en Chine ou en Pologne, puisque nous sommes capables de produire nos propres biens, ici, en assurant des conditions de travail dignes et en ayant un contrôle sur les impacts écologiques de nos productions. Relocaliser la production, ça a une conséquence directe sur la réduction du transport des marchandises, et tant qu'à faire, sur la réduction des déplacements individuels.
nos modes de production et de consommation eh bien, reposent sur l'existence des inégalités. Il faut quand même savoir que ce sont 26 personnes qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la planète. À titre d'exemple, pendant la pandémie, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a gagné en une journée 13 milliards de dollars. Sa fortune totale dépasse de loin le PIB annuel du Maroc. Une façon de réduire les inégalités sociales, ce serait de réduire le temps de travail. La réduction collective du temps de travail, ça a deux effets bénéfiques. D'un point de vue social, ça permet de mieux répartir les emplois et peut-être aussi de remettre en question la notion d'emploi et de travail. D'autre part, ça permettrait de diminuer le productivisme et en ce sens, ce serait une mesure écologique. Produire moins, transporter moins, partager plus, et notamment partager les richesses, mais aussi partager le travail nécessaire pour répondre aux besoins réels de l'humanité, ce qui implique une réduction très radicale du temps de travail et un partage du travail nécessaire entre toutes et tous, étant bien entendu que ce partage du temps de travail doit aller de pair avec un partage des richesses, parce que s'il se fait avec perte de salaire, les gens n'en voudront pas. Évidemment, quand je parle de réforme agraire, quand je parle de renationalisation, il y a quelque part derrière une planification qui est nécessaire. La planification est nécessaire en fait à l'écologie, à l'instauration d'une réforme agraire et d'une renationalisation. La planification, c'est selon moi, c'est vraiment comprendre quels sont les besoins de l'humanité et de diriger les efforts et les ressources vers ces besoins. Et ne pas céder à l'anarchie de tout produire n'importe comment en course de profit. Il faut s'emparer du pouvoir politique parce qu'il faut mener une transition planifiée. Croire qu'on peut, sans plan, réduire les émissions de CO2 de 65% en Europe d'ici 2030, alors que nous sommes en 2020, c'est clairement une illusion totale. Et croire qu'on pourrait le faire en respectant en plus à l'échelle mondiale le principe des responsabilités différenciées, c'est-à-dire le fait que les pays du Nord sont les principaux responsables du gâchis. Tout ça demande une planification. Donc le vrai cadre du débat, c'est comment mettre en œuvre un processus de planification qui réduit la production, qui réduit l'utilisation d'énergie, qui réduit les transports et qui partage davantage les richesses et le temps, et qui soit un processus démocratique. Ça, c'est la grande question stratégique. Pour avoir une prise sur tous ces éléments, sur les transports publics, sur la santé, sur la gestion de l'énergie, la relocalisation de la production, etc., il faut réinvestir massivement dans les services publics. Depuis une quarantaine d'années, les services publics connaissent des coupes budgétaires systématiques. Ça, c'est dû aux politiques d'austérité qui sont intimement liées à la prédominance de l'idéologie néolibérale et au dogme du libre-échange. Une autre mesure que je prendrais, et j'aurais peut-être dû la dire en premier lieu, c'est une égalité homme-femme bétonnée dans un acier indestructible. La culture patriarcale soumet les femmes et elle fait aussi du tort aux hommes, indirectement. Et sortir de cette culture, ça passe par l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que je pense vraiment que l'émancipation des hommes passe par l'émancipation des femmes. Et cette émancipation des femmes est absolument nécessaire dans la lutte contre le changement climatique. Partout où les femmes ont été émancipées, dans la mesure où elles l'ont été, elles ont pu, donc on parle d'éducation, d'accès à un travail, à un salaire, à une indépendance financière, matérielle, etc. L'accès à l'IVG, à toute la médecine et la contraception en général, eh bien les femmes ont pu exercer un contrôle sain et naturel sur la natalité. On sait à quel point il est difficile de mener cette lutte indispensable aujourd'hui
pour la liberté de circulation et d'installation de tous les êtres humains sur cette planète. Tout le monde qui essaye ça dans son environnement se heurte à des réactions. Oui, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, gna gna gna. Je trouve que l'expérience de la pandémie et la grande leçon qui est la nécessité de prendre soin de nous, des autres et de notre relation à la planète nous offre des arguments dans ce combat-là. Tout simplement parce que tant qu'il reste des camps de concentration au sens littéral du terme, où des centaines de milliers de gens aujourd'hui sur la planète sont parqués dans des conditions de promiscuité, de manque d'hygiène, de pauvreté, indignes, tant qu'il reste ça, il reste des poches de contamination potentielle, soit par ce virus-ci, soit par le suivant. Donc, il faut en tirer les conséquences, liberté de circulation et d'installation, un accueil humain digne de qualité pour les migrants et les migrantes, et une autre politique qui soit une politique migratoire digne de ce nom. Si on veut changer les choses pour contrer la déstabilisation du climat et la chute de la biodiversité, il va falloir de grands changements, il va falloir que les gens soient prêts à accompagner ça. Et pour ça, il faut l'éducation, de la culture, un accès gratuit au sport, à la culture, à l'éducation et une recherche scientifique vaste qui nous informe sur les enjeux. Beaucoup de gens se sont rendus compte à la faveur de la crise que l'essentiel dans l'existence, c'est la vie, quoi. Et que donc, il faut protéger la vie, il faut soigner l'existence, il faut soigner les gens et par extension, il faut soigner les relations que nous avons collectivement en tant qu'humanité avec le reste de la nature dont on fait quand même partie. Tous ces changements, ils sont désirables. On s'est rendu compte qu'avec cette pandémie, on avait plus que besoin de prendre soin les uns des autres, mais aussi de prendre soin de la nature.